Ah ouais, ils ont peur de moi. Ah, c'est ça. Moi je leur fais peur, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a une photo et en fait c'est une vidéo. Est-ce que je me suis trompé de bouton? Oui. Mais... What is happening here? Quand on imagine aller faire du vélo au Kenya, ou peut-être en Afrique même en général, on s'imagine un peu à des grosses étendues où on est un petit peu tout seul. Et même dans les zones les plus isolées où on est allé rouler, il y a quand même du monde un peu de partout. Et même parfois ça pose problème pour des trucs tout bêtes, rien que d'aller aux toilettes dans la forêt. On croit que c'est facile, mais en fait il y a toujours au moins un enfant ou quelqu'un qui est aux alentours. Ouais, puis c'est pas très cool comme première approche de montrer son cul. Les interactions, les gens veulent interagir et c'est poli, enfin c'est toujours avec beaucoup de curiosité comme tu as dit et puis beaucoup d'interjections. En soi, les conversations, enfin, c'est toujours bienveillant, mais c'est toujours les mêmes interjections très répétitives et du coup, en fait, parfois, ça devient un petit peu agaçant. Et c'est pas parce que les gens sont méchants ou quoi que ce soit, c'est juste que d'être un peu des objets d'attention. Vraiment, en fin de journée, c'est épuisant, en fait. Hop 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 hop, pardon les vaches. Plus vite. Regarde, il y a une armée de gamins qui arrive. Dépêche-toi, au secours. Vite. Ah. Oh non, non. Ouf, on l'a échappé belle, hein. On essaye très souvent de parler avec soit les propriétaires du terrain, enfin de trouver en fait une personne entre guillemets référente dans les villages pour demander l'autorisation de planter la tente. Ce qui marche plutôt bien de manière générale parce que les gens sont quand même assez préoccupés qu'on se sente nous en sécurité. On nous dit souvent You're welcome here, feel at home, ce genre de choses. Et du coup, il y a un aspect qui est quand même super sympa, que ça nous permet un peu de parler quand même avec les gens. Et de manière générale, même si c'est vrai que les interactions, elles sont assez répétitives, les gens sont très respectueux. On nous laisse souvent de la place quand on est en train de monter la tente. Il y a un attroupement, mais les gens gardent toujours les distances. On vient jamais toucher le matériel, même les petits-enfants. Enfin, il y a quand même beaucoup de respect. Nous, on trouve ça super important de poser au moins la question aux propriétaires parce que on croit toujours quand on campe que c'est nous qui avons peur des autres, alors que principalement, c'est surtout les locaux qui voient des gens étrangers s'installer quelque part. C'est surtout eux qui ont besoin d'être rassurés. Et ça, on a tendance à l'oublier. Oui. Bon voilà, là on part tout juste de notre camping sauvage pour la nuit. C'est gentiment fait accueillir par des villageois. Et on a super bien dormi à part une chèvre qui a beuglé littéralement toute la nuit. Alors on a atteint le lac Bogoria. Quand on dit atteint le lac, disons qu'on est à 700 mètres au-dessus et qu'on va peut-être pas aller redescendre en bas pour toucher et mettre le pied dedans.
Ça c'est les toilettes. Ça c'est la belle vue sur le lac. Par contre dans l'équation, il n'y a pas de porte et puis on est quand même assez observé ici. C'est difficile d'être vraiment tout seul. Ah, peut-être qu'on arrive à enlever ce qui est sec. Ça c'est sec, ouais. Et toi? Toi t'es très sèche. Ça va, ça se voit pas. C'est vrai? Non. Putain, on dirait que t'as fait du ski quand même. On va peut-être fermer notre baraque, non? Ouais, et toi ramasse ton calbut là. Bon, ok. On remarque qu'il est bien par terre. Avec le vent qu'il y a, ça tient absolument pas à tout ça. C'est la cuisine tempête. On a accroché une frontale là au-dessus de nous. Ça couille ou ça couille pas? Ah bof hein. Là ça va bien cuire. Elle va se faire shooter là. Allez! Elle est énorme! Le Kenya, c'est pas un désert immense sans eau. On a toujours de l'accès à l'eau, ou très souvent. On utilise un filtre qui va filtrer les grosses particules dans l'eau, mais aussi les matières fécales jusqu'au virus. Donc on a un peu une confiance sans faille en ce filtre, parce que depuis un mois qu'on est au Kenya, on n'est jamais tombé malade. Jamais. Donc on prend de l'eau dans tous les types de sources possibles. Ça peut être dans les rivières, ça peut être dans des lacs, ou simplement des réservoirs. En fait, on ne sait jamais la qualité de l'eau stockée dans les réservoirs. Systématiquement, même l'eau la plus claire qu'on puisse trouver, on va la filtrer. How many liters is this container? I think it's 10 liters, but we don't need 10. We'll just add maybe one more and it will be enough. Donc voilà la source pour le village. Donc là c'est la rivière qui pendant la saison sèche est complètement sèche. Et c'est assez amusant parce que ça crée toujours aussi un peu l'étonnement parmi les habitants qu'on croise. Hi, how are you? You are pumping the water into the... It's a filter. Yeah. To make sure we will not get sick Yeah. in any way. Parce que eux évidemment boivent l'eau directement, ils ne filtrent pas. Ils ont l'impression qu'on pompe de l'eau inutilement. Parce qu'en fait on a un réservoir où on va placer l'eau non filtrée, une vache à eau comme on appelle. Et en fait on va simplement insérer le filtre dedans et on pompe directement dans nos gourdes. Yeah, it was nice. Bye. Thank you. C'était dur. Ouais, c'est pas fini, hein, regarde. Oh là là. Ouais. Pas fini. On passe de 1500 à 2200 en 7 km. Alors si même les vaches ont du mal à monter, voilà, c'est pour dire à quel point c'est pentu. On va y arriver. Comme la vache, un pas après l'autre. Donc sur notre parcours, on a très rarement été sur le plat. On a plutôt fait du montée-descente et parfois des énormes montées et énormes descentes.
obligé de monter en faisant des lacets parce que la montée est bien trop raide. Ce qui n'a pas été toujours facile pour nos vélos, en fait, qui sont des VTT, mais qui sont surtout très chargés avec les sacoches. Ou facile pour nous, hein, d'ailleurs. Hein? Ouais, d'ailleurs. Juste pour resituer, là sur le parcours, ça fait un mois qu'on est sur les routes. On a calculé, on a fait à peu près 13 000 mètres de dénivelé positif. Moi j'ai beaucoup juré dans ma vidéo, mais ça aide. Hein. C'est encore une région magnifique, mais là impossible sauf de pousser le vélo. On a 150 mètres de montée. La montée, c'est toujours un peu une histoire d'amour et de haine compliquée. C'est très agréable quand c'est des cols, des gentils cols qui montent graduellement. Mais c'est vrai qu'on avait aussi été confrontés à des montées très très raides sur du terrain très caillouteux. Ce qui fait que parfois, en fait, on se retrouve à pousser les vélos sur plusieurs kilomètres. Tieux. Ah non, je vais pas mettre mes lunettes, tiens. I'm fine. How are you? Fine. Good. Welcome to We come from Switzerland. We are going to Lake Balingo. On a différentes interactions avec les enfants. Des fois, c'est simplement des petits hello, how are you? Et puis parfois, on a quand même des give me money, give me sweet, give me chocolate. C'est toujours déroutant en fait. C'est compliqué à gérer parce qu'évidemment on pourrait se permettre de donner une petite pièce ou une sucette ou je ne sais quoi. Donner aux enfants, c'est pas une bonne idée. La première chose, c'est que ça peut renforcer un mécanisme qui est ensuite assez néfaste pour les enfants comme pour leur famille. C'est que si des adultes et des étrangers en fait donnent plus systématiquement à des enfants qu'à des adultes, ça peut renforcer ce rôle-là des enfants en fait en tant que mendiants dans les familles, ce qui à terme peut avoir des répercussions comme des enfants qui ne vont ensuite pas à l'école. C'est surtout qu'on a une responsabilité en tant qu'étranger de pas devenir un moteur de ce type de dynamique. Donc c'est pas une question de mauvais parents qui sortent leurs enfants des écoles à leur insu, mais dans des zones qu'on a traversées où il y a très peu de moyens de se faire des revenus, où il y a de l'agriculture de subsistance et peut-être que des petits commerces. C'est sûr que si on instaure une dynamique où les enfants peuvent commencer à rapporter de l'argent à des familles qui sont dans des situations compliquées, ça va être beaucoup plus attractif d'utiliser cette opportunité qu'envoyer les enfants à l'école par exemple. Je vais pas me casser la gueule. Robin, c'est sérieux ça? Quoi? On descend un truc raide avec... Ouais, mais il y aura des montées après. C'est comme toi qui l'as dit. Ok, je mets mon calme. Puis ça me change rien de le mettre. C'est ça. Non, mais encore quand on est dans de la montée... Non, mais t'as raison. En vrai, t'as tout à fait raison. Allez, c'est parti. Après, le bon côté des choses, c'est que quand il y a de la montée comme ça veut dire qu'il y a forcément des descentes derrière. Normalement. Merde, j'ai oublié de fermer ça. Et on a eu l'occasion de faire... moi, j'ai en tête 2 grandes descentes juste géniales. Dont une, justement, pour descendre au lac Baringo, qui était sur plus de 1000 mètres, il me semble. Sur une distance de peut-être 10-15 km. On s'est pris un panoramique, une vue magnifique sur le lac. Et par contre, c'est vrai que ça, niveau du matériel, on a bien souffert.
c'était une piste de VTT en fait, complètement. Que du caillou, ce qu'on appelle le single track. Donc vraiment une seule ligne pour la roue du vélo. À Baringo, c'est pas du single? Bien sûr. Ah bon? Mais oui. Regarde. Ouais, ok. C'est pas du single ça? C'est du single. Non, du coup, c'est clair qu'un petit nettoyage et puis surtout une vérification du matériel est de mise. Surtout pour Robin qui adore faire des petites sessions nettoyage de cassettes et me faire la leçon parce que moi je le laisse tranquille mon vélo. Ça te fait rire, hein? Ça me fait rire parce que c'est extrêmement vrai. Ouais, bah chacun sa technique, hein. Ouais, on verra quelle est la meilleure technique et on verra quel vélo tient jusqu'au bout. Une fois arrivé au lac Baringo, on retrouve déjà la chaleur du soleil qui nous brûle un peu la peau. On était à 900 mètres au bord du lac et en montagne on est plutôt à 2005. Et du coup on a une variation de température qui est énorme quoi. Et au lac Baringo, on s'est posé un petit camping au bord du lac. On a aussi pu aller sur le lac d'ailleurs et observer un sacré phénomène. Voilà, on est sur le lac Baringo. On arrive devant le Soi Safari Lodge qui était peut-être l'hôtel le plus coté de la région et qui est maintenant sous l'eau. Et pourquoi, Sarah? Le niveau de l'eau du lac a monté de 10 mètres depuis 2019 et du coup tous les hôtels, les entreprises qui étaient sur les bords du lac ont été affectées et on sent bien que le tourisme en a pris une claque. Tous les lacs du Great Rift Valley ont augmenté de niveau ces 3 dernières années à cause de plusieurs raisons, comme par exemple l'appauvrissement des bassins versants où avec la déforestation en fait il n'y a aucune rétention d'eau et du coup un déversement dans l'eau de sédiments, c'est comme une baignoire qu'on remplit peu à peu de sable, évidemment avec le même volume d'eau ça déborde et là c'est ce qui se passe dans ce lac. Voici les nouveaux habitants de l'hôtel et pas sûr que eux ils payent 700 $ la nuit. Voilà d'autres résidents de l'hôtel, des punks apparemment. Ici il y a un nid d'oiseau, on peut voir le trou, mais on voit pas l'oiseau. Bah y en a un là-haut là. Ah ouais, c'est ça? Non. Oh! Ah bah. Yeah. Ah ouais, c'est lui. Voilà. On vient de le réveiller. On a rencontré les habitants de Baringo. Qui est-ce qu'on a rencontré d'autres? Quand tu parles des habitants, tu parles des hippos? Bon, on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais on a un petit peu peur en fait. En gros, on était vraiment à 5 mètres des hippopotames, sans barrière, sans protection quelconque. On a demandé au gérant du camping quelles étaient les mesures mises en place. Les mesures barrières. Les gestes barrières anti-hippopotame. Celui-ci nous a répondu « Ah, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit feu. » Et finalement, on a dormi là-dessus. On a entendu quelques bruits, mais on n'a eu aucune visite surprise dans la tente. Le feu, évidemment, s'est éteint au bout de quelques heures, mais notre sommeil était profond. On a bien dormi.